Dans le cas d'un système d'ordre supérieur, la pente au temps θ ne peut être utilisée. On doit alors procéder de la même manière, mais en identifiant la pente la plus grande de la courbe de réponse. Ainsi, cette droite interceptera la valeur finale y à l'infini et le temps correspondant au point d'intersection est la somme du retard pur plus la constante de temps. Connaissant un estimé du retard pur θ, on peut alors évaluer la constante de temps τ. Pour cet exemple, on calcule de la même façon le gain du procédé en prenant le rapport du changement de la sortie d'un régime stationnaire initial au régime stationnaire final divisé par le changement effectué à l'entrée. Pour le présent exemple, on trouve une valeur du gain de 1,5. Le retard pur est égal à environ 1,6 secondes et la droite ayant la pente la plus grande intercepte la valeur finale y à l'infini à environ 7 secondes, de sorte que l'estimé de la constante de temps est égal à 5,4 secondes. Voici le même exemple, mais dont le niveau de bruit de la variable mesurée est relativement élevé. On effectue l'identification de la même façon. Il est bien entendu que le niveau de bruit peut réduire la précision de l'évaluation des paramètres du procédé. On doit aussi s'assurer que l'amplitude du signal d'entrée, pour passer d'un point stationnaire à un nouveau point stationnaire, doit être suffisamment grand, c'est-à-dire que le rapport ΔY sur l'écart type du bruit doit être assez grand. Les deux premières méthodes utilisent un seul point de la courbe de réponse pour déterminer la constante de temps, soit le temps requis pour obtenir 63,2 % de la réponse, et la pente la plus grande de la courbe de réponse. Dans le but d'améliorer la précision du modèle identifié, certains chercheurs ont proposé une méthode qui utilise deux points de la courbe de réponse au lieu d'un seul. Nous allons couvrir dans ce chapitre deux méthodes distinctes utilisant deux points. Il est important de noter que le gain du procédé s'évalue de la même façon que nous avons décrit précédemment et cette procédure est valide quelle que soit la méthode. Pour la première méthode à deux points, on détermine les temps nécessaires au procédé depuis l'échelon d'entrée pour parcourir 28,3 % et 63,2 % de la réponse. Ces deux temps sont identifiés par T 28,3 % et T 63,2 %. La constante de temps est alors égale à 1,5 fois la différence entre T 63,2 % et T 28,3 %. L'estimé du retard pur est obtenu par la différence entre T 63,2 % et l'estimé de la constante de temps. Pour la deuxième méthode à deux points, on détermine les temps nécessaires au procédé depuis l'échelon d'entrée pour parcourir 35,3 % et 85,3 % du changement total. Ces deux temps sont identifiés par T 35,3 % et T 85,3 %. La constante de temps est alors égale à 0,67 fois la différence entre T 85,3 % et T 35,3 %. L'estimé du retard pur est égal à 1,33 fois T 35,3 % moins 0,29 fois T 85,3 %. Comme exemple, prenons la courbe de réponse suivante. À noter que le gain K a été incorporé à l'axe des Y et que l'entrée a été soumise à un échelon unitaire. Pour la première méthode à deux points, à partir de la courbe de réponse, on détermine les temps requis pour atteindre 28,3 % et 63,2 % de la réponse. On trouve respectivement des temps de 3,3 et de 5,9 minutes. À partir de ces deux temps, la constante de temps et le retard pur peuvent être déterminés.
La constante de temps est égale à 1,5 fois la différence entre T 63,2 et T 28,3 pour un estimé de 3,9 minutes. L'estimé du retard pur est obtenu par la différence entre T 63,2 et l'estimé de la constante de temps, ce qui donne une valeur de 2 minutes. On utilise le même exemple pour démontrer la deuxième méthode à 2 points. On détermine les temps nécessaires au procédé depuis l'échelon à l'entrée pour parcourir 35,3 et 85,3 du changement total. La constante de temps est alors égale à 0,67 fois la différence entre T 85,3 et T 35,3 soit pour un estimé de 3,9 minutes. L'estimé du retard pur est égal à 1,33 fois T 35,3 moins 0,29 fois T 85,3 pour un estimé de 2,2 minutes. Les deux méthodes à 2 points donnent essentiellement le même résultat. Au lieu d'utiliser un point ou 2 points de la courbe de réponse, on peut utiliser tous les points de la courbe de réponse pour obtenir un modèle plus précis. Pour ce faire, on utilise une régression non linéaire pour estimer simultanément le gain K, la constante de temps tau et le temps de délai θ à partir de la réponse complète du procédé. On peut utiliser le solveur de Excel pour trouver les 3 paramètres d'un modèle d'un système du premier ordre avec retard pur dans lequel on cherche à minimiser la somme des écarts entre les prédictions du modèle et les valeurs expérimentales. Le modèle s'écrit de façon très simple. Pour des temps inférieurs au retard pur, la valeur prédite de la sortie est égale à la valeur du régime stationnaire initial. Pour des temps supérieurs au retard pur, la réponse d'un système du premier ordre s'applique, mais avec un décalage dans le temps θ. Le modèle identifié par la méthode de régression non linéaire a un gain de 0,998, une constante de temps de 3,94 minutes et un retard pur de 1,95 minutes. Ces valeurs sont très près des valeurs obtenues par les deux méthodes utilisant 2 points. On peut donc dire que ce modèle représente assez bien le système sous étude. Pour une grande majorité de procédés, il est possible de les représenter par un système du premier ordre avec retard pur. Toutefois, certains procédés se comportent comme un système intégrateur ou un système du deuxième ordre. La fonction de transfert d'un procédé intégrateur avec retard pur, y de s sur u de s, est décrite par un gain multiplié par l'exponentielle de moins θs et le tout divisé par s. Pour un échelon unitaire dans l'entrée, la sortie prédite par le modèle y de t est égale à y de 0 pour des temps inférieurs à θ. Pour des temps supérieurs au retard pur, θ, la réponse du système est donnée par le produit du gain et du temps décalé de θ unité de temps. On peut facilement identifier cette fonction de transfert graphiquement en estimant le retard pur et la pente de la courbe de réponse. Le modèle d'un procédé intégrateur avec retard pur est employé, par exemple, pour représenter la dynamique du niveau de liquide dans un réservoir ou de la pression d'un réservoir de gaz. Les modèles d'un procédé intégrateur sont parfois utilisés pour donner une approximation à court terme de la réponse d'un procédé du premier ordre avec retard pur ayant une constante de temps tau très longue. Le système de contrôle désire réagir plus rapidement, de sorte qu'il est possible de modéliser la première partie de la courbe par un système intégrateur. Pour représenter les procédés oscillatoires, il est nécessaire d'utiliser au minimum un modèle empirique du deuxième ordre avec retard pur. Comme nous avons vu au chapitre 4, y de s sur u de s est égal à k fois l'exponentielle de moins θs divisé par un dénominateur contenant 3 termes.
taux carré S carré plus 2 fois zeta taux S plus 1. Pour qu'un système en boucle ouverte soit oscillatoire, il faut que la valeur de zeta soit plus petite que 1. Les caractéristiques de la réponse d'un procédé sous-amorti, c'est-à-dire pour des valeurs de zeta plus faibles que 1, dérivées au chapitre numéro 4, seront très utiles pour estimer les paramètres de cette fonction de transfert. En effet, nous pouvons utiliser le gain K, soit le rapport de dy sur du, l'estimé du retard pur θ, le dépassement, le rapport de décrément ou la période d'oscillation T. Comme exemple, prenons un procédé soumis à un échelon de la variable d'entrée de grandeur 3. La réponse dynamique de ce procédé est présentée dans le graphique suivant. On observe immédiatement deux faits. Que le système est oscillatoire, de sorte qu'il est nécessaire d'utiliser au minimum un modèle du deuxième ordre avec retard pur pour représenter sa dynamique. Et deuxièmement, le gain du procédé est négatif, puisqu'un échelon positif dans l'entrée conduit à une réponse dans le sens inverse. Pour identifier la fonction de transfert qui relie la sortie à l'entrée, il faut donc utiliser 4 paramètres. Le gain K, le retard pur θ et les 2 paramètres caractéristiques d'un système du deuxième ordre, soit taux et zeta. Pour cet exemple, on calcule directement à partir de la réponse dynamique du procédé l'estimé du retard pur et du gain du procédé. Le retard pur est approximativement égal à 2 minutes. Le gain du procédé correspond au rapport du changement de la réponse du procédé pour passer du régime stationnaire initial au régime stationnaire final, sur le changement effectué à l'entrée. Dans cet exemple, la réponse du procédé est passée de 22 à 16, alors qu'un changement de 3 unités a été effectué à l'entrée pour une valeur estimée du gain de moins 2. Pour calculer le coefficient d'amortissement zeta, on utilise le dépassement de la première oscillation. Dans cet exemple, le dépassement est de 0,2, soit la grandeur du dépassement, 14,8 moins 16, divisé par la grandeur du changement total de la sortie, soit 6 unités. On peut ainsi trouver la valeur de zeta de 0,45 à partir de la valeur du dépassement. Finalement, avec la période d'oscillation T, on peut évaluer directement le temps caractéristique taux du système de deuxième ordre. On a ainsi identifié les 4 paramètres du système de deuxième ordre en représentant la courbe expérimentale de la réponse dynamique. On pourrait aussi déterminer les 4 paramètres de la fonction de transfert en utilisant tous les points de la réponse et un algorithme de régression linéaire afin de trouver les paramètres de la fonction de transfert qui minimisent la somme des différences au carré entre les prédictions du modèle et les valeurs expérimentales. Cette procédure donnerait une fonction de transfert plus précise. On utilise comme modèle l'équation de la réponse dérivée au chapitre 4 pour un système du deuxième ordre sous-amorti soumis à un échelon à l'entrée. Cette réponse est simplement décalée dans le temps par le retard pur. Dans ce chapitre, nous avons étudié l'identification des procédés. Ceci consiste à trouver un modèle simple qui représente bien le comportement dynamique d'un procédé à partir de données expérimentales. Nous avons vu les 3 types de modèles les plus fréquemment utilisés, soit un système du premier ordre avec retard pur, un intégrateur avec retard pur et un système du deuxième ordre avec retard pur. Plusieurs autres types de modèles dynamiques existent, tels le modèle d'état, modèle discret et bien d'autres. Néanmoins, nous nous limiterons dans ce cours à l'étude des fonctions de transfert.